L'histoire qui nous intéresse maintenant est particulièrement atroce, et je dois dire que j'ai même hésité à la sélectionner au nombre des faits divers de cette série. Elle pose en fait deux questions majeures qui alimentent régulièrement les chroniques judiciaires. Les conséquences d'une passion poussée à ses dernières limites sont-elles admissibles? Seconde interrogation, dans quelle mesure police et justice peuvent-elles parvenir à mettre à jour la vérité quand l'inculpé est un diabolique simulateur? Mon père venait de mourir, ma mère était abattue. Elle s'était mariée à 18 ans et en avait 50. Vous pouvez imaginer le choc. Dès les premières semaines, elle est tombée dans une dépression terrible. Elle refusait de sortir, de voir ses amis. J'étais son seul contact avec le monde extérieur. J'avais 20 ans. J'étais son seul appui. Et moi, je voulais à tout prix qu'elle refasse sa vie. Donc, c'est moi qui ai pris l'initiative d'acheter un journal de rencontres avec des annonces matrimoniales. J'avais demandé conseil à Marie, la mère d'un ami qui venait de rencontrer un homme grâce à ce journal. Et Marie est d'accord pour faire profiter Michel de son expérience. J'ai trouvé que l'idée de Michel était très bonne. Moi, c'est comme ça que j'ai connu mon homme. Mais je l'avais prévenu. Il fallait pas que sa mère s'emballe et accepte trop vite les rendez-vous. J'ai fait part à ma mère du conseil de Marie. Mais bon, le jour où elle est venue me voir en me disant qu'elle partait quelques jours à la campagne, rencontrer un homme qui avait passé une annonce, j'ai pas réussi à l'en dissuader. Elle avait l'air tellement heureuse, j'allais pas tout gâcher. Mais bon, j'en ai quand même parlé à Marie. Quand Michel m'a raconté ça, ça m'a fait penser à une annonce à laquelle j'avais répondu quelques mois auparavant et qui m'avait semblé louche. J'avais correspondu de 3 lettres avec un homme qui insistait pour me faire venir chez lui. J'avais proposé un rendez-vous dans un café, mais il avait refusé. Il me proposait toujours de venir dans sa ferme. J'ai préféré tout arrêter, et donc je n'ai jamais vu. Mais bien sûr, je ne voulais pas non plus inquiéter Michel. Quand j'y repense, ça me glace le sang. Ma mère était métamorphosée. L'homme de l'annonce, Anatole Baudry, puisque c'est son nom, lui avait donné rendez-vous dans sa maison de campagne tout près d'Aix-en-Provence. Elle avait l'air tellement heureuse, elle était allée chez le coiffeur. On plaisantait en faisant ses bagages, ses valises. Et puis surtout, elle m'a demandé conseil sur un petit tailleur qu'elle voulait porter. Quand je l'ai embrassée sur le quai de la gare, j'imaginais tout sauf ça. 2,50 s'il vous plaît. Voilà. Merci. J'ai téléphoné le soir même à Michel pour lui demander s'il connaissait le nom de la personne que sa mère allait rencontrer. Quand il m'a dit Anatole Baudry, j'ai tout de suite fait la connexion. C'était le même homme. Je lui ai dit de faire très attention. Mais il m'a répondu que sa mère lui avait promis de lui passer des coups de fil tous les soirs. Bien, merci. Au revoir. Dès le premier jour, ma mère m'a appelé pour me raconter son arrivée à la ferme et son étonnement. Et encore, le mot est faible quand elle a vu que c'était une femme qui avait ouvert la porte. Mais très vite, lui, il est arrivé, il lui a expliqué qu'il était en instance de divorce et que sa femme, dont il était déjà séparé, était juste venue récupérer quelques affaires. Mais bon, ma mère était quand même très mal à l'aise. Surtout que l'ex-femme semblait pas vraiment pressée de repartir. En dépit de cette présence embarrassante, Raymond de Lussac séjourne 3 jours dans la ferme de son nouveau compagnon. 3 jours de bonheur, ternis néanmoins par la présence obstinée de sa soi-disant ex-épouse qui saisit le moindre prétexte pour retarder son départ annoncé. Léonard Vieille, qui tient un bistrot non loin de la ferme, se souvient de l'étrange trio que formaient Raymond et le couple Baudry. Ça fait 20 ans que je suis installé là. Et depuis quelque temps, j'étais intrigué par ces femmes seules qui se présentaient à l'entrée de la ferme. C'est pas grand-chose par ici, alors on observe le passage. Alors bien sûr, à l'apéro, ça faisait jaser. On en riait même. On se disait que le couple Baudry organisait des rencontres érotiques. Si on avait su. Ça faisait 4 jours que ma mère était partie. C'était un matin, elle a téléphoné et là j'ai vraiment commencé à m'inquiéter. Elle disait qu'elle voulait rentrer à la maison, elle n'en pouvait plus de cette situation ambiguë. Elle était tellement anxieuse, comme si elle avait eu un pressentiment. Mais moi je sais pas pourquoi.
Je lui ai demandé de rester un jour de plus, de donner une autre chance à cette histoire, quoi. Et surtout de demander des explications à cet Anatole. Finalement, c'est moi qui l'ai convaincu de rester. Elle avait une petite voix quand j'ai raccroché. Ce qui nous a le plus étonné, c'est les volets qui restaient fermés de la maison, là, et que personne ne sortait de la ferme. 3 jours plus tard, on a vu arriver un jeune homme. Il s'est présenté à l'entrée de la ferme, il a sonné, mais personne ne lui a répondu. Alors il est venu au bistrot, et il nous a expliqué qu'il cherchait sa mère, qu'il essayait de la joindre par téléphone toute la journée, mais personne ne répondait. Et c'est là qu'il nous a expliqué l'histoire des petites annonces. On n'en revenait pas. Quand ils m'ont dit que le couple Baudry était toujours marié et qu'ils vivaient ensemble, là je me suis vraiment inquiété. Et c'est à ce moment-là que le patron du bistrot m'a amené chez les gendarmes. Je me souviens parfaitement du fils. Il m'a expliqué toute l'histoire, les petites annonces, le séjour à la ferme. Au début, je voyais pas très bien ce qu'on pouvait faire. Après tout, sa mère était majeure et vaccinée, si vous voyez ce que je veux dire. Mais quand Léonard, le patron du bistrot, m'a dit que ça faisait plusieurs mois que des femmes seules venaient à la ferme, chez les Baudry, là, je me suis dit que ça méritait qu'on aille faire un tour. Et malheureusement, la suite l'a prouvé, ça valait le déplacement. Les gendarmes se rendent avec Michel Lussac chez les époux Baudry. Une fois sur place, ce sont les gendarmes qui ont été frappés à la porte. Personne ne répondait. Alors c'est le lieutenant qui a ouvert la porte. Et là, on est tombé sur le couple Baudry, gentiment installé devant la télévision. Ah, tout de suite, moi, je leur ai demandé, mais où est ma mère? Qu'est-ce que vous avez fait d'elle? Et là, ils m'ont même pas répondu. Ils ont juste détourné le regard. On a fouillé toute la maison, aucune trace de la mère. Et puis un collègue est revenu de la grange, il était blanc comme un linge, il trouvait plus ses mots. Il nous a fait signe de passer les menottes au couple Baudry et 5 minutes après, on a découvert l'horreur. Et dans la grange des Baudry, les gendarmes et Michel Lussac vont faire une découverte macabre. Là, ils ont soulevé des bâches de terre. Et on est tombé sur des cadavres. Il y en avait qui devaient être là depuis déjà pas mal de temps parce que c'était impossible de pouvoir les identifier. Et puis surtout, il y avait le cadavre de ma mère. Je la reconnais immédiatement. Elle avait le petit tailleur qu'on avait essayé ensemble. Moi, je voulais les tuer, ces salopards. Je me suis précipité sur eux, j'ai hurlé. Mais c'est les gendarmes qui m'ont retenu. Ils avaient tué maman. Les époux Baudry sont arrêtés et conduits à la gendarmerie pour y être interrogés. Tandis que Madame Baudry se mure dans le silence, son mari passe à des aveux complets. Lui, il a tout de suite craqué. Remarquez, c'est ce qu'il avait de mieux à faire. Mais c'est le pourquoi de ses actes le plus étonnant. Il nous a expliqué que c'était par amour pour sa femme qu'il avait accepté de passer les annonces matrimoniales et qu'à l'arrivée, c'est elle qui les tuait. Elle, le monstre qui refusait de répondre à toutes nos questions, qui ne décrochait pas un mot. Encore aujourd'hui, je me souviens de son regard qui vous est froid dans le dos. Quand les gendarmes m'ont raconté les aveux du mari, j'en revenais pas. D'après Anatole Baudry, sa femme aurait sombré dans la folie meurtrière le jour où elle l'aurait découvert au lit avec une autre femme. Elle serait rentrée dans la chambre et là, elle les aurait découverts. Là, elle aurait abattu sa première victime d'un coup de carabine. Et c'est depuis ce jour-là que cette folle a fait ce qu'elle a voulu de son mari. En fait, la machination était absolument sordide. Le mari avait signé un véritable pacte avec le diable, si vous voyez ce que je veux dire. En quelque sorte, il faisait son marché pour sa femme. Oh, il avait le droit de la tromper. Mais en échange, il devait ramener ses maîtresses à la maison. Et là,
C'est elle qui s'en occupait. J'étais horrifié. Entre l'autre qui décochait pas un mot, et le mari qui prétendait qu'il n'avait pas eu le choix, et que sa femme l'avait menacé de se tuer ou de le tuer, c'était ça, son explication. Il aurait fait tout ça par amour. Est-ce qu'il y trouvait pas aussi son compte, ce salopard? Hein? Est-ce que lui aussi, il aimait pas les voir, ces pauvres femmes traquées jusqu'à la mort? Moi, je vous le dis, ces deux monstres. Tandis qu'Anatole Baudry poursuit ses révélations sur les circonstances du carnage, son épouse refuse de desserrer les dents. Après 6 mois d'instruction, face au silence obstiné de la prévenue, le juge décide de la confier à des psychiatres pour déterminer la gravité de son autisme. Elle était muette comme une tombe. On a tout essayé. Hein. La psychologie, l'intimidation, rien à faire. Quant à son regard, il était noir, vraiment noir. Comme son âme. Pour moi, c'est clair. Hein. Elle simulait la folie pour échapper à la prison. Mais j'en veux surtout aux médecins qui l'ont examinée. Ils l'ont gardée 2 ans avant de se prononcer sur sa soi-disant folie. Ah non, ça, pour ça, elle était forte. Hein. Ah ouais, elle a bien joué son rôle. Hein. Pas prononcer un mot pendant 2 ans. Et à qui c'est les gens de brouillés là? Le monsieur et la charmante demoiselle qui est là. Voilà. C'est dans la presse que j'ai lu que la bonne femme, maintenant la cinglée, elle ne parlait pas. Ça m'a pas étonné. Déjà au village on la voyait pas trop. Il faut quand même être une vraie sorcière pour rester enfermée toute la journée, toute sa vie, sans sortir. Ah, c'était une folle. Le cinglé, cette bonne femme. Quand les psychiatres ont rendu leur rapport, j'étais foudrage, mais de toute façon, ça m'a même pas étonné. Ils en ont conclu que ces meurtres avaient été commis par une femme démente et que du coup, elle ne pouvait être ni jugée, ni emprisonnée. Voilà. Même si son mari a pris 30 ans, moi, ça n'a pas calmé ma douleur. C'était elle, la véritable meurtrière. La suite des événements confirme malheureusement les soupçons de Michel Lussac. Une fois le verdict rendu, la déclarant inapte à être jugée, Madame Baudry murmure au gardien qui la raccompagne à l'hôpital psychiatrique « Un temps magnifique pour prendre un peu de repos, n'est-ce pas ?» Le policier tombe des nues et signale le fait au juge qui ne peut plus revenir sur sa décision. Pour échapper à la prison, la meurtrière multirécidiviste avait simulé la folie pendant plus de 2 ans.